Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer, on va essayer d'être à l'heure. Je suis Julien Japper, je suis le directeur du think tank Sport et Citoyenneté. Je suis suisse en plus, donc on va essayer de respecter les horaires. Je pense que les gens arrivent tranquillement. On est très content de vous accueillir pour cette conférence, colloque, match sur l'accueil et l'intégration des populations migrantes et réfugiés, de le faire à Nantes, ici. Au début, on voulait le faire à Bruxelles, et puis pour plusieurs raisons, parce qu'on a vu aussi qu'on avait un territoire qui était plutôt engagé sur cette question aussi, et puis dans une idée aussi de décentraliser toujours un peu nos événements et nos moments de réflexion et d'action. On est heureux de faire ça à Nantes avec Alliance Europa, que je remercie aussi tout de suite, qui nous a accompagnés dans cet événement et dans cette belle maison des sciences et de l'homme, Ange Guépin, dans cet amphi assez original et coloré. Ça va faire des belles photos et des belles vidéos, je pense. Alors aujourd'hui, on va avoir plusieurs moments d'échange, c'est pour ça que le chronomètre va être assez important. On aura deux ateliers ce matin. Un atelier sur les programmes distributifs et politiques, et puis un deuxième atelier sur les actions de terrain, où vraiment on va essayer de démontrer que l'utilisation du sport pour insérer des populations migrantes et réfugiées est quelque chose qui marche sur le terrain. Donc l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les acteurs de terrain qui ont l'habitude d'accueillir ce type de population sans utiliser le sport, et de leur montrer que le sport est vraiment un levier qui est peut-être sous-utilisé, et évidemment de sensibiliser tous les acteurs qui sont là aujourd'hui au niveau régional, national et européen. Et je vous remercie tous déjà d'être là, ceux qui sont venus de loin et ceux qui vont encore arriver aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a eu des tempêtes en Allemagne cette nuit et que quelques avions sont en retard. Pour l'atelier 2, je vous donne une information déjà pratique. Vous resterez ici. L'atelier 2, c'est donc sur les actions de terrain, et l'atelier 1, ce sera dans la salle adjacente. Alors je vais tout de suite pas être trop long, puisqu'on a déjà pris un peu de retard, et je vais remercier et donner la parole à nos deux principaux partenaires, avec la ville de Nantes aussi, que l'on doit saluer et remercier, mais qui prendra la parole dans un second temps. Et je crois que l'Élue au sport donnera aussi le coup d'envoi de notre match, où on aura quelques anciennes vedettes, dont Jafet qui est là. Il m'a promis qu'il allait jouer tout à l'heure, donc on se régale d'avance de voir Sans attendre, je vais inviter Monsieur le Président Philippe Grosvalet à ouvrir cette journée de colloque. Et je vais vous inviter en vous posant une question, Monsieur Grosvalet. Finalement, cet attelage sport et réfugiés, oui, et peut-être venez avec moi. Voilà, cet attelage... Bonjour. Bonjour. Pardon. Cet attelage peut surprendre à première vue, insertion des populations migrantes et réfugiées, et utilisation justement de ce vecteur, de ce secteur du sport. Vous le vivez, vous le gérez dans votre département au quotidien. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette association et finalement vous a donné envie de vous investir sur cette question? Bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est sympa ce format. Vous avez bien fait de l'organiser à Nantes. C'est la première fois que je viens ici. Bon, oui, nous vivons un moment singulier dans l'histoire de l'humanité, sans doute, mais qui au fond n'est pas très nouveau. Les migrations ont toujours existé depuis l'origine même de l'humanité. Elles se sont faites à diverses périodes. Mais celles que nous vivons actuellement sont effectivement beaucoup plus visible. D'abord parce que la médiatisation est partout, nous ne pouvons pas l'ignorer. Donc il y a cette mondialisation dont on parle déjà depuis longtemps, qui évidemment, avec tous ces contrastes, avec le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est évidemment l'aspiration
qu'ont toujours eu les hommes à se retrouver, à voyager, à traverser les océans, à découvrir les continents, à se rencontrer. Ça, c'est au fond sans doute l'aspect le plus positif, et ces échanges-là se font de plus en plus nombreux, de plus en plus loin, de plus en plus souvent. Et dans le même temps, évidemment, il y a des effets collatéraux négatifs. Évidemment, les guerres qui ont toujours existé, mais qui prennent aujourd'hui des ampleurs de plus en plus grandes, ne serait-ce que par l'armement, qui est aussi une industrie mondialisée. Et puis la mondialisation, la globalisation de la finance internationale, qui crée des ravages dans certains pays. Ce n'est pas là au plus nouveau, mais ça prend une ampleur de plus en plus grande. On a pillé, nous, Européens, l'Afrique notamment. Alors nous avons une dette considérable envers l'Afrique. Voilà. Donc la mondialisation, c'est un phénomène qui touche aussi le sport. Je faisais référence il y a quelque temps à une image que j'ai gardée moi-même quand j'avais 10 ans. C'était les JO de Mexico, quand Tommy Smith et John Carlos, gantés de noir, lèvent le poing pour protester contre le racisme. Ça, c'était une image forte de l'impact qu'a le sport au niveau mondial. Donc le sport est aussi un phénomène mondialisé, lui aussi, avec le meilleur, la représentation, le rêve, la fraternité, et puis le pire, la drogue, l'argent, les excès en tout genre. Donc nous sommes là finalement dans la confrontation de deux mondes. Et le sport reste un facteur d'intégration considérable. Alors nous avons, nous, au niveau du département, en plus une double responsabilité. D'abord, nous sommes, monsieur le directeur, très engagés dans le sport. Toujours, beaucoup de départements ont abandonné cette dimension, non plus même de service sportif. Nous, on a considéré qu'il fallait absolument conserver une capacité à agir dans le sport, bien sûr auprès du mouvement sportif, mais aussi à l'interne du département, en conservant une capacité justement à agir. Nous avons aussi intégré des sportifs dans notre équipe, Jafet Endoram, Jean-Thierry Robin, d'autres. M. Serrandour s'exprimera tout à l'heure au nom du département. Et voilà, donc c'est une force, mais nous considérons aussi que le sport est sans doute un formidable levier d'inclusion. Et que nous promouvons ici le sport partout pour tous, mais pour tous. C'est-à-dire que nous incitons aussi, nous encourageons le mouvement sportif à prendre en considération la place des femmes dans le sport, la place du handicap, la place des personnes âgées, et bien sûr, c'est plus récent, la place de tous ces jeunes réfugiés qui arrivent ici. Merci beaucoup, je crois qu'on peut applaudir le président de notre département. Donc Édouard Philippe ne viendra pas au colloque, c'est ça que vous me disiez tout à l'heure? Pas beaucoup d'influence sur le projet, mais il est à Nantes. Mais il n'est pas loin. Merci Monsieur Péridi. Peut-être si vous voulez prendre la suite, vous êtes directeur de la DRJSCS. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas cette institution, vous allez nous dire un petit peu pourquoi vous êtes là, à quel titre, et merci beaucoup pour votre soutien, parce que je crois que vous avez dans vos compétences justement ce double sujet de cohésion sociale et de sport. Vous êtes le représentant de l'État aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec nous et de nous avoir soutenus dans cette belle action. Merci à vous. Surtout, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez dit, je représente l'État. Madame la préfète est avec le Premier ministre. C'est quelques centaines de mètres d'ici, donc il lui était évidemment difficile d'être parmi nous. Mais on a eu l'occasion d'évoquer l'organisation de cette manifestation. Et vous l'avez dit, elle est vraiment au cœur, un des enjeux de la nation, de notre société. Monsieur le président du département l'a rappelé. Et également du rôle de l'État et du rôle de l'institution que je présente, la direction régionale jeunesse et sport cohésion sociale. Je crois qu'on est vraiment au cœur des deux piliers que je voudrais très très vite évoquer pour dire combien ce colloque tombe bien. Les enjeux d'intégration, évidemment, ils sont majeurs dans notre pays. Plus de 30 000 réfugiés sont accueillis, vont être accueillis, en tout cas c'était l'ambition de l'État dans le cadre des accords européens. Nous sommes en région des Pays de la Loire, et à Nantes en particulier, sachez-le, une des 6 plateformes nationales d'accueil des relocalisés, donc très concernées par cette question. Depuis près de 2 ans, il y a plus
plus de 2000 personnes qui sont venues dans notre région des Pays de la Loire, pas que sur le territoire nantais, bien évidemment, sur la région. Près de 1000 aujourd'hui ont obtenu le statut de réfugié, et le sujet majeur, évidemment, c'est celui de l'intégration de ces populations. Le président de la République a fixé le cap le 27 juillet dernier à Orléans, dans un discours qui nous incite, nous, les services de l'État dans les territoires, à accentuer évidemment cette politique d'intégration, renforcer l'apprentissage linguistique, c'est un sujet majeur. Et le sport a très certainement un rôle à jouer en la matière. Accompagner les publics, renforcer l'accompagnement social de ces publics-là. Quand on a quelqu'un qui arrive sur un territoire, il est dans le territoire, il est ancré dans le territoire, et c'est la capacité qu'ont les acteurs à mobiliser cet accompagnement sur l'insertion sociale, l'insertion professionnelle, le logement et l'accès aux loisirs et l'accès au sport en particulier. Vous l'avez dit, c'est vrai, on est dans un lieu emblématique, à quelques mètres du stade Marcel Sopin, on est même dans le stade Marcel Sopin. Le football, mais vous le direz mieux que moi tout à l'heure, est un formidable vecteur d'insertion, d'ouverture, de création du lien social. Et je crois en tout cas l'ambition que l'on a aujourd'hui, nous, à travers cette manifestation, c'est de capitaliser tout ce qui peut se faire, bien sûr, en région des Pays de la Loire, mais au-delà, parce que les pratiques existent, les associations sportives, les collectivités travaillent souvent de concert pour proposer des actions, des projets sportifs. De notre côté, depuis plus de 4 ans d'ailleurs, on soutient les expérimentations en région des Pays de la Loire pour renforcer ce lien entre l'association sportive et les associations qui accueillent des personnes, notamment des personnes réfugiées. Le ministère, la ministre des Sports nous a fixé aussi une feuille de route. Et parmi ces 4 priorités, il y en a une qui rentre pleinement dans la thématique d'aujourd'hui. C'est développer les pratiques pour ceux qui aujourd'hui sont un peu plus éloignés des pratiques sportives. Donc forcément, les publics qui arrivent ont une attention particulière dans notre projet. Et puis je crois qu'on se doit aussi d'être exemplaire. Vous parliez des Jeux de Mexico. Nous avons les Jeux de 2024 en perspective. Ça va très vite arriver, avec une ambition forte qui est celle que nous gardions un héritage de cette expérience que sont l'accueil des Jeux Olympiques. Sans doute aussi faudra-t-il qu'à travers l'expérience d'aujourd'hui, nous capitalisions pour que l'héritage ce soit aussi celui d'une plus grande inclusion, par le sport notamment, dans l'ensemble de la société à travers ces Jeux. Donc merci en tout cas aux organisateurs. On s'est associé bien volontiers évidemment à cette manifestation, je pense qu'elle est importante aujourd'hui pour, comme on le disait un petit peu avant, écouter les belles expériences et surtout capitaliser derrière et renforcer ces ponts entre le champ du sport et le champ associatif et plus globalement les territoires qui accueillent les réfugiés aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, vous entendrez peut-être chuchoter en anglais là-bas, dans un coin de l'amphithéâtre. Donc, merci beaucoup pour notre traductrice. Et si certains veulent entendre aussi en anglais nos débats, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne parlent pas français qui vont arriver et qui vont se mettre autour de vous là-bas. Donc, si vous entendez un peu d'anglais, ne vous étonnez pas. On aura cet après-midi une représentante de Paris 2024 qui nous expliquera aussi, je vous invite à rester à la conférence, qui sera animée en plus par Nathalie Yanetta, qui a plus de talent que moi pour animer ces événements. Donc je vous invite à rester évidemment à la conférence de cet après-midi. On va commencer directement les débats. Je vais appeler Bérangère Taxil et Laurent Thiol. Bérangère Taxil qui est universitaire à Angers sur ces questions. On a quand même essayé de féminiser un peu notre événement, mais on ne vous a pas invité parce que vous êtes une femme, on vous a invité pour vos compétences. Je vous en prie, si vous voulez bien venir avec nous, Bérangère Taxil et peut-être Laurent Thiol. Je vais vous laisser le micro à tous les deux et on peut les applaudir. Laurent Thiol qui est le président de notre think tank. C'est madame qui commence, je crois. Ok. Laurent, ici. Je vous en prie, vous asseyez à côté de moi ou vous restez au pupitre? Je vais plutôt m'asseoir. Si tu veux, venez près de moi. Tu commences. Comment? Elle voudrait que tu commences. Vous voulez que je commence? Ouais. Avec joie. Merci, asseyez-vous, je vous en prie. Je suis Laurent Thiol, je préside ce think tank depuis une dizaine d'années avec Julien Japper et toutes nos équipes.
J'occupe par ailleurs un poste dans les institutions européennes, ce qui m'a amené à travailler beaucoup sur la problématique de la migration. L'Europe a subi un choc, un véritable séisme politique il y a 2 ans avec l'arrivée massive de réfugiés sur son sol. Moi, je compare toujours ce choc à celui du Brexit. Je pense que le choc de la vague migratoire en Europe va être plus durable que le départ des Anglais. Les Anglais vont partir, les migrants vont rester. Il va falloir s'attacher, vous l'avez dit, monsieur le directeur régional, monsieur le président, à les intégrer. L'Union européenne, la Commission a, à mon avis, raté le coche en voulant imposer un plan de relocalisation de 160 000 migrants il y a 2 ans, qui a été refusé par, vous le savez, bon nombre d'États membres. La France ne fait pas partie de ce lot d'États membres qui ont refusé d'accueillir un quota de réfugiés, mais beaucoup de pays du Visegrad et notamment de l'Europe de l'Est ont refusé, ont fermé les frontières. J'ai visité, moi, une frontière de 170 km de fil de fer barbelé à la frontière serbo-hongroise, électrifiée, et les migrants étaient accueillis dans des camps de concentration. J'ai vu l'horreur, j'ai vu des camps de concentration, je pensais que c'était une affaire oubliée. On a réouvert des camps de concentration pour accueillir les migrants et leur barrer la route de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Donc tout n'a pas été confortable. Le commissaire à la migration, M. Avramopoulos, a annoncé il y a 8 jours une révision de plan de relocalisation. On passe d'un concept d'obligation de quotas pour les États membres à un concept de volontariat. Donc accueille qui veut, avec une incentive financière, c'est qu'on va donner à chaque État membre 10 000 euros de budget européen, 10 000 euros par migrant intégré, donc une enveloppe de 500 millions, puisque c'est un objectif de 50 000 relocalisés que s'est fixé l'Union européenne pour les 2 années à venir. Alors tout ça, c'était pas folichon, si je peux dire. Ce qui mérite aussi d'être révisé, ce sont les accords de Dublin, qui aujourd'hui font qu'un migrant qui met le pied dans l'espace Schengen en Europe, voit sa procédure fixée dans le pays où il a mis le pied. Et donc le migrant qui arrive sur les côtes italiennes, pour obtenir son statut de réfugié, il doit l'obtenir par l'administration italienne, qui est aujourd'hui submergée par des demandes, par milliers. Idem pour la Grèce. Et ça ne complique pas. Il va falloir réviser les accords de Dublin, et ça prendra du temps, et avant fin 2018, on ne va pas arriver, je pense, à les rendre beaucoup plus adaptés à la problématique géographique de l'accueil de ces populations. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que l'Union européenne a passé, en particulier l'Allemagne, un accord avec la Turquie pour que les Turcs gardent sur leur sol, et notamment dans les villes turques. Je suis allé visiter des villes turques à la frontière syrienne où la population a doublé. Vous êtes maire d'une ville de 150 000 habitants, vous avez 150 000 Syriens à loger, trouver des écoles, du logement, de la nourriture, de l'eau, des espaces sanitaires. Pour les accueillir, c'était un choc. Ça coûte 8 milliards d'euros à l'Union européenne qui vont dans les caisses du gouvernement d'Ankara. C'était une des solutions pour fermer la route de l'Union européenne. Il y en a d'autres, puisqu'il y a aujourd'hui des efforts financiers importants de l'Union européenne qui sont faits en direction des pays d'origine des migrants et des pays de transit. Vous avez l'exemple de la Libye qui est devenue un pays passoire pour les réfugiés où il n'y a pas d'État. Il y a quelques administrations locales qu'il faut aider avec de la formation et des capacités financières et administratives pour accueillir les migrants et les fixer sur le sol libyen. Donc tout ça, ça donne un petit peu le sentiment que l'Union européenne n'était pas préparée. Le seul pays qui s'est rapidement préparé à l'accueil des migrants, c'est l'Allemagne, qui a réalisé, grâce à la volonté, vous le savez, politique de Mme Merkel, et un investissement de 14 milliards d'euros dans les régions et dans les villes allemandes, un plan d'accueil de plus d'1 million de migrants dans une économie allemande qui avait besoin de cette main-d'œuvre et qui a besoin de cette main-d'œuvre et qui va la former avec des plans d'intégration et de formation avec tous les pôles emploi des landeurs allemands. La France, j'ai écouté vos exposés, messieurs, est un pays exemplaire. Je pense que vous vous donnez les moyens de faire ce qu'il faut pour accueillir ces migrants. La seule manière de faire, c'est de faire confiance aux collectivités locales et territoriales, parce qu'elles sont en première ligne, d'abord du processus d'accueil des migrants et ensuite du processus, vous l'avez dit, d'intégration des migrants. Et s'il n'y a pas cette volonté politique des élus locaux de mobiliser les acteurs de la société civile, de l'administration, de
tous les échelons de gouvernance, les intercommunalités, le département, les régions et enfin l'État, ça va être difficile pour accueillir ces migrants. Parce qu'aujourd'hui, il faut penser quand même que ces populations viennent de pays en guerre où ils ont très peu de chances de revenir un jour. Et donc il va falloir s'attacher à en faire des citoyens français, des citoyens belges, des citoyens allemands, durables. Ça ne sera pas facile, parce que le niveau de formation de ces populations est très inégal d'un pays à l'autre. Vous avez des mineurs non accompagnés qui arrivent d'Afghanistan, qui descendent des montagnes où ils gardaient des chèvres à l'âge de 12 ans, qui débarquent dans des pays sans connaître un mot de français ou d'allemand. Et le parcours sera long, il faudra de la patience politique, il faudra de l'argent, il faudra de la volonté de la société civile. Mais le format que j'ai cru comprendre pour la France, c'est le format qui s'impose à ce genre de situation d'intégration. On a parlé des Jeux Olympiques de Paris, je crois qu'il y a un chantier formidable à ouvrir pour permettre aux jeunes du département de la Seine-Saint-Denis de profiter des Jeux Olympiques pour devenir des acteurs de l'organisation. La France a vraiment raté des occasions d'intégration de populations qui étaient là depuis plusieurs générations. La France ne doit pas rater l'intégration des nouveaux arrivants, des nouveaux migrants. Et je crois qu'il y a une prise de conscience citoyenne, on le sent dans les territoires en particulier, qui fait que ces migrants, à condition de les gérer de manière bien répartie sur le territoire, je pense qu'une intégration en milieu rural est parfois beaucoup plus facile que dans des centres où sont concentrés en milieu urbain trop de migrants, c'est un peu plus compliqué. Il y a un facteur très important, c'est l'acceptation par les populations locales de la venue de ces communautés étrangères et le fait de ne pas leur laisser la possibilité de se reconstituer en communauté ethnique ou confessionnelle, mais au contraire de les diluer, de les disperser dans les couches de la population locale, de la population civile. Le sport, je termine là-dessus, effectivement a des atouts d'intégration formidables, parce que quand vous mettez des jeunes, et je parlerai de mon exemple tout à l'heure en Belgique à la tête d'un club de football, vous mettez des jeunes sur un terrain de foot, ils se comprennent tout de suite en 4 passes. Le langage universel du sport va permettre, je crois, de faciliter l'intégration. Et je crois qu'il faut s'appuyer là-dessus sur les directions régionales, directions départementales jeunesse et sport et de la cohésion sociale, sur les clubs, sur le milieu associatif, pour que le sport, qui véhicule des vraies valeurs d'intégration, des vraies valeurs de partage, des vraies valeurs de tolérance, puisse être un sésame très facile à inculquer à ces générations de migrants qui vont venir, qui vont continuer à venir et qu'il faudra intégrer parce qu'ils vont rester durablement sur le sol européen. Voilà. Vous avez un micro ? Merci beaucoup Laurent, et effectivement sous tes multiples casquettes tu expliqueras tout à l'heure dans l'atelier aussi des bonnes pratiques, ce que tu fais avec le club de Krainem. J'en profite pour te remercier de présider notre think tank depuis 10 ans et pour ta fidélité. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour remercier les équipes de Sport et Citoyenneté et de Alliance Europa qui ont énormément travaillé, Aurélien, Sylvain, Noémie et toute l'équipe d'Alliance Europa pour réaliser aussi cette belle journée. Alors, après ce témoignage et cette dimension européenne jusqu'au terrain local, on est très heureux, Bérangère Taxil, de vous donner la parole. Vous êtes professeur de droit international et européen dans le territoire à l'Université d'Angers, et je sais peut-être que vous avez une analyse ou une conceptualisation aussi de ces questions, peut-être sous un autre angle. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Je suis professeure de droit international, oui, et je dirige un projet de recherche qui s'appelle ARECO, qui porte sur l'accueil et la relocalisation des réfugiés en Europe, CO pour catégorisation et opérationnalisation, que je co-dirige avec Estelle Dalluin qui est là, qui est chercheure en sociologie à Nantes, et Carole Billet, qui est chercheure en droit européen à Nantes également. Et je siège également à la Cour nationale du droit d'asile qui est chargée de déterminer le statut de réfugié, et c'est sur des questions sémantiques que je vais faire porter mon propos, puisqu'on parle beaucoup de migrants, de réfugiés,
de demandeurs d'asile, de déboutés, et cette catégorisation, eh bien, elle est due au droit, et au droit européen et au droit international, dans la mesure où les États sont souverains, le fait est, le droit est également, et puisque les États sont souverains, ils déterminent, de par leurs compétences régaliennes, qui peut entrer et qui ne peut pas entrer sur leur territoire. Mais ces États souverains, dont la France, ont pris des engagements internationaux de laisser entrer plusieurs catégories de personnes, mais pas tous. Donc je vais vous présenter un peu quels sont les concepts, donc sans véritable analyse, il s'agit plutôt d'une présentation synthétique des concepts et des catégories du droit. Et Areco est un programme très féminin, et j'ai le sentiment parfois que les questions qui relèvent des réfugiés sont souvent très féminines, alors que le sport est très masculin. Donc pour des questions de genre, puisqu'on en parlait tout à l'heure, je constate que l'Assemblée est tout à fait mixte. Et je me réjouis du succès de cette rencontre entre sport et réfugiés à cet égard. L'immigration, le migrant, le terme de migrant n'est pas défini, il n'y a pas de définition universelle du terme de migrant, ou en tout cas pas juridiquement contraignante, mais il y en a plusieurs, et l'Organisation internationale des migrations définit la migration ou le migrant comme les déplacements d'une personne ou d'un groupe qui quitte un pays pour aller s'installer plus ou moins durablement dans un autre. Donc il s'agit là d'un concept extrêmement général qui englobe tous les mouvements de population, quelle que soit leur cause, quelle que soit leur composition et quelle que soit leur durée. On peut distinguer entre migration volontaire et migration contrainte. On le fait souvent sans qu'il n'y ait de véritable opposition. C'est plutôt un continuum sur lequel, entre la migration volontaire et la migration forcée, eh bien, plusieurs échelles peuvent être distinguées. Je vais présenter deux options pour déterminer les catégorisations de migrants. La première option, c'est de distinguer ceux qui ont besoin de protection internationale. La deuxième option, ce sera de constater que dans les migrants, il y a certains qui sont en situation régulière et d'autres en situation irrégulière au regard du droit interne. Donc d'abord, sur la catégorisation en fonction des besoins de protection internationale, eh bien là, c'est le droit international et européen qui va déterminer ces concepts qui sont des concepts juridiques. Parce qu'au sein de ces migrants, qui est le plus grand groupe englobant, il y a ceux qui ont besoin et qui l'expriment, qui ont besoin de protection internationale, et ce sont les demandeurs d'asile. Donc dans ce groupe de demandeurs d'asile, eh bien, ils ont le droit de franchir une frontière pour demander asile. Et dans ce groupe de demandeurs d'asile, ensuite, certains vont obtenir une protection internationale et d'autres ne l'obtiendront pas. La question des flux migratoires doit donc aussi être distinguée selon la catégorie générale migrant et la catégorie demandeur d'asile qui, en vertu de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, n'ont pas à être refoulés et ont le droit d'entrer, au moins pour le temps de l'étude de leur demande d'asile. Alors pour ceux qui réussissent à être protégés, il y a deux types de protection internationale pour ces personnes. Il y a le statut de réfugié, qui est issu de la Convention de Genève de 1951 et qui protège la personne qui a quitté son pays de nationalité ou de résidence et qui fuit des persécutions, qui craint avec raison des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. 5 catégories, uniquement 5 motifs de persécution qui permettent de reconnaître ce qu'est un réfugié. Donc là, attention, les migrants ne sont pas tous réfugiés. En revanche, tous les réfugiés sont bien des migrants. Ce qui implique que le réfugié de guerre n'est pas, au sens du droit, un réfugié. Il ne fait pas partie des 5 motifs, le fait de fuir un conflit armé. Parler de réfugiés politiques, c'est trop restrictif, parce que le motif de persécution relative aux opinions politiques, ça n'est qu'un motif parmi les 5. Alors si on parle de réfugiés politiques, on devrait aussi parler de réfugiés raciaux, de réfugiés religieux ou de réfugiés sociaux, par exemple. Parler de réfugiés environnementaux, oui, on en parle beaucoup. Oui, le Bangladesh se noie et lorsqu'un État passera sous les eaux, que fera-t-on de ses ressortissants ? Mais le droit, là encore, n'a pas consacré le motif environnemental comme persécution et comme éligible à une protection internationale. Donc c'est un terme qui n'a pas de définition juridique pour l'instant.
La deuxième protection, au-delà du statut de réfugié à proprement parler, élaboré en 1951, la deuxième protection, c'est la protection subsidiaire développée par l'Union européenne, qui n'est pas spécifique au continent européen. D'autres continents, Afrique, Amérique du Sud, ont également des protections complémentaires. Et c'est la protection subsidiaire de l'Union européenne, développée à partir de directives de 2001-2004, qui implique que l'on ne renvoie pas non plus chez eux des demandeurs d'asile, des migrants, si on veut utiliser ce terme général, qui risquent gravement pour leur vie, leur sécurité en cas de retour dans leur pays, pour 3 types de motifs. Et sera un protégé subsidiaire ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire, celui qui encourt dans son pays d'origine la peine de mort. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, celui qui encourt dans son pays d'origine des traitements inhumains et dégradants ou la torture. Et puis, celui, troisième catégorie, qui est un civil fuyant un conflit armé de violence généralisée. Donc là, on peut effectivement retrouver ce concept qu'on désigne comme réfugié de guerre, le bénéficiaire de la protection subsidiaire qui fuit le conflit armé. D'autres catégories existent en droit qui permettent de considérer des statuts de protection internationale, mais dont je ne vais pas traiter aujourd'hui. Ce sont les apatrides, par exemple, ceux qui n'ont pas de nationalité, ont aussi le droit à une protection de leur état de résidence habituelle. Et puis on évoque aussi en droit les déplacés internes. Alors les déplacés internes fuient pour les mêmes motifs généralement que les réfugiés, mais n'ont pas quitté leur pays. Et ce qui caractérise le réfugié qui a obtenu la reconnaissance de sa qualité, il a fui des persécutions, mais il a traversé une frontière. Tandis que le déplacé interne est resté à l'intérieur de son pays. Il y en a énormément dans plusieurs pays d'Afrique. Ils ont droit à une protection internationale, c'est le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, qui exerce son mandat sur ces catégories de population. Deuxième catégorisation du droit, deuxième optique, c'est au regard du droit interne ou des droits internes, le migrant peut être en situation régulière ou irrégulière. Sachant que le demandeur d'asile a le droit d'entrer pour demander asile, il est en situation régulière. Les personnes en situation régulière, ce sont celles qui sont autorisées à entrer et ou à séjourner sur le territoire, notamment sur le territoire français. Entrée, eh bien, il faut un visa, généralement. Le visa d'entrée est délivré par les autorités consulaires à l'étranger, tandis que le séjour, eh bien, est octroyé, reconnu par les préfectures sur le territoire français. En ce qui concerne les visas d'entrée pour le système français, les autorités consulaires peuvent délivrer des visas soit de court séjour, inférieurs à 90 jours, quel que soit le motif, ça peut être une visite familiale ou recevoir des soins, et puis il existe également des visas de long séjour qui autorisent l'entrée pour une période supérieure à 90 jours, et ça concerne notamment les membres de la famille d'un réfugié statutaire ou encore les étudiants. Entrée pour une période de moins de 90 jours ou plus de 90 jours, c'est une chose, mais rester, c'est une autre chose, et est en situation régulière celui qui peut rester, qui veut rester et qui obtient alors un titre de séjour. Il y a toute une série de titres de séjour qui sont délivrés par les préfectures. Des autorisations provisoires de séjour de moins d'1 an jusqu'à des cartes de résident de plus de 10 ans pour des motifs très divers. Il y a une richesse, une catégorisation importante des titres de séjour. La personne en situation irrégulière, enfin, eh bien, la personne en situation irrégulière, c'est celle qui n'a pas été autorisée ni à entrer, ni à rester. Ce sont ceux que l'on appelle les clandestins, les sans-papiers. Et la volonté de la France, dans ces cas-là, eh bien, est de leur faire quitter la France par des mesures d'éloignement. Tandis que la volonté de ces migrants irréguliers, de ces clandestins, est généralement de se faire régulariser, et il existe des procédures de régularisation. Voilà sur les différentes catégories, sachant que quand on implique les systèmes de relocalisation et d'accueil, eh bien, le droit de l'Union européenne et le droit international protègent principalement ceux qui ont besoin d'une protection internationale et obtenu cette protection internationale, c'est-à-dire les réfugiés qui sont en nombre très limité et on n'est pas en situation d'afflux massif de réfugiés en ce qui concerne la France en tout cas. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je crois que c'était vraiment utile sur le plan sémantique, mais aussi pour bien comprendre de quoi on va parler toute la journée. Merci beaucoup, Madame Taxil. Et j'imagine que vous avez des écrits aussi qui vont au-delà du temps limité qu'on vous avez imparti. Mais merci beaucoup. On va se répartir en 2 ateliers, mais je vous rassure tout de suite, on aura la chance d'avoir des restitutions d'ateliers par le professeur Zontag et M. Pasquo, chercheur à l'Université de Nantes, et professeur Albrecht Zontag, professeur à l'ESCA qui nous accompagne. Je remercie aussi l'ESCA de nous accompagner sur cette journée. Donc si vous choisissez un atelier, vous pourrez quand même suivre les restitutions à 14h, après un lunch et ce match de gala, où tout le monde est invité à participer aussi et à jouer. Donc si je comprends bien, l'atelier 2 reste ici. L'atelier 2, c'est les actions de terrain. Et il sera animé par Caroline Lancio. Et l'atelier 1, qui sera animé par Sylvain Landa, sera dans une salle annexe. Je vais quand même vous dire les participants, les speakers de l'atelier 1 et 2. On aura la chance d'avoir dans l'atelier 1 Claudia Kropitz. Je suis désolé d'écorcher peut-être votre nom, du réseau FAIR. Merci beaucoup d'être avec nous. On aura Monsieur Kurt Wachter du réseau SPIN. Merci beaucoup aussi d'être avec nous. Vous nous expliquerez, pour ceux qui ne connaissent pas le réseau FAIR et le réseau SPIN, ce que vous faites concrètement sur ces questions, et je sais que vous faites beaucoup. On aura Clarisse Bonjean. Merci beaucoup du Conseil de l'Europe de l'accord partiel élargi sur le sport d'être avec nous dans cet atelier. Monsieur Pierre Lepelletier de la Fédération française Sport pour tous. Je ne sais pas s'il va arriver. Et puis un représentant justement de la direction départementale. Je ne sais pas si on a un porteur de projet. Dans l'atelier 2, on aura donc Laurent Thiel qui prendra sa casquette de président du football club de Krainem. Il nous expliquera comment il accueille concrètement des réfugiés, et il va même au-delà du sport dans cet accueil, avec un accompagnement sanitaire, de langue même, je crois, de cours de langue maintenant. On aura Carole Gomez de l'IRIS, aussi que vous connaissez, qui nous expliquera, je crois, des bonnes pratiques aussi avec la Fédération française de badminton. Je crois que c'est ça que vous avez mené en place. On aura Christophe Serrando, vous l'avez dit, du département. On connaissait bien son père, exactement, l'ancien président du CNOSF. On aura Stéphane Schirmer. Je ne sais pas là aussi si... Stéphane, bonjour. Désolé aussi pour la prononciation du nom. Vitesse Mayence, du FC Ant Bagdad aussi. Vous nous expliquerez ce que vous faites concrètement. Josette Hérault du Secours populaire français. Je ne sais pas si elle est là. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On sait que le Secours populaire est très actif, et en particulier avec le Paris Saint-Germain. Je sais que c'est un sujet qui tenait à cœur au président du Paris Saint-Germain, et je crois que vous faites des choses sur le terrain aux alentours de Paris qui sont assez remarquables. Gildas Hainaut, je ne sais pas si... Merci beaucoup. Monsieur Hainaut du Centre national de danse contemporaine. Alors, Laurent le soulignait tout à l'heure, le foot, et je remercie d'ailleurs la Fédération française de foot et la Ligue de foot amateur aussi d'être avec nous, Émile Ravier, fait beaucoup dans l'accueil et l'insertion des réfugiés, mais il y a d'autres sports aussi qui font énormément, qui se positionnent, et peut-être vous allez nous expliquer ça aussi, puisque vous êtes du Centre national de danse contemporaine. Voilà, je vous invite à rester dans un atelier ou dans un autre. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur régional. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup, madame la professeure. La professeure. Merci beaucoup, président Laurent Thiel.